Salut à tous, merci d'être là sur la chaîne Tech & Co. Un nouveau numéro de Tech Hebdo comme chaque jeudi. Et attention, c'est le dernier de cette saison. On va tout donner. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. C'est le dernier, mais effectivement, on n'a rien bradé. Voici le sommaire. On va d'abord s'intéresser à l'actu de la semaine, c'est ce smartphone. Il s'appelle le Rien, ou plus exactement le Nothing Phone. Et le cofondateur de Nothing est notre invité. Et puis Jérôme, on va parler de diversité, de parité dans la tech. Tu sais qu'on est loin d'arriver à 50% d'hommes et 50% de femmes. On découvrira cette association Emma tout à l'heure. Margot Duchesne viendra nous présenter sa sélection d'applis mobiles. Elle nous a évidemment dégoté des applis pour l'été. On parlera hébergement, on parlera aire d'autoroute et on parlera randonnée aussi. Voilà, et bien évidemment, bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour ce Tech Hebdo sur la chaîne Tech & Co. Et oui, il fait chaud, on sait, il fait très chaud, mais vous savez ce qu'il faut faire quand il fait chaud. Il faut regarder Tech & Co. Et voilà. Tech & Co. Exactement. En tous les cas, bonnes vacances encore une fois à vous toutes et à vous tous. Profitez-en bien pour ce dernier Tech Hebdo. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous retrouver bien sûr sur les box opérateurs, mais aussi sur YouTube. Jérôme, on attaque tout de suite avec l'actu de cette semaine. Allez, c'est parti. Et donc, l'actu de cette semaine pour le dernier Tech Hebdo, eh bien, on est plutôt gâtés, Jérôme, puisque c'est pas moins qu'un nouveau téléphone qui a été annoncé. Pas du tout. Ces dernières heures. Pas du tout, c'est rien. C'est rien. Ça s'appelle Nothing. C'est rien qui a été annoncé. Eh ben, vous allez voir que Nothing, en fait, c'est une nouvelle marque qui commence à s'installer un peu dans le monde de la tech avec des écouteurs True Wireless qu'on avait découvert il y a quelques mois. Et là, maintenant, le gros morceau, un téléphone. Et pour en parler, nous avons en visio avec nous Akis Evangelidis. Bonjour Akis. Bonjour, bonjour. Bonjour, vous êtes donc cofondateur et responsable marketing de cette marque qui n'est pas encore connue mais qui fait déjà beaucoup parler d'elle et qui vient donc de dévoiler ce fameux smartphone, le Nothing, comment on prononce, Nothing One? Nothing Phone One. Nothing Phone One. Parfait. Très bien. Ah bon alors, voilà, alors, on a le titre déjà, mais il va falloir un peu rentrer dans les détails, Akis, parce que c'est vrai que dans la jungle aujourd'hui des smartphones et des marques, lancer un nouveau modèle, c'est quand même assez courageux. Comment vous avez vu cette idée avec Carl Pei, qui est bien évidemment le fondateur qu'on connaît de OnePlus et qui fait partie de l'aventure, bien évidemment? Oui, ça a commencé déjà un petit peu plus d'1 an et demi. Et c'est vrai qu'on est allé très vite. C'est-à-dire, si vous m'aviez dit qu'il y a 1 an et demi qu'on lancerait officiellement notre smartphone, donc qui a été annoncé hier depuis Londres, c'est dur à y croire, mais on est très content, bien évidemment. Et c'est marrant, au final, ça a été une aventure qui a commencé tout simplement par le fait qu'on n'était pas... On n'avait plus cette excitation envers les produits tech qu'on utilisait, qu'on achetait. Il y avait une certaine monotonie qui s'était installée un petit peu dans l'industrie. Et au final, on s'est aperçu au fur et à mesure qu'on parlait à des investisseurs, des personnes avec qui on est en contact depuis des années, dont notamment Anthony Fadell, qui était l'inventeur de l'iPod, qui a aussi travaillé sur l'iPhone. Et au final, ils avaient un petit peu le même sentiment. Donc ces personnes-là ont été les premières à investir auprès de la marque donc fin 2020. On avait déjà commencé le développement du smartphone depuis tout le début. Et au final, en parlant à des partenaires, que ce soit Qualcomm, que ce soit Google, etc., on avait ce même ressenti. Tout le monde avait cette même vision vers l'industrie et ils ont voulu vraiment nous aider. Ça n'a pas été évident. Sortir un smartphone de nos jours, ça demande beaucoup de financement, énormément de travail auprès de la supply chain pour pouvoir développer ce smartphone. Et au final, voilà, on a vraiment réussi au fur et à mesure de ces 1 an et demi maintenant à avoir tous les partenaires qui nous ont beaucoup aidés jusqu'au point où voilà, on a été enfin, on a pu enfin sortir ce Phone One hier officiellement, qui sera disponible dans plus de 40 pays dans le monde.
Alors Akis, pour vous distinguer précisément, on le comprend, il fallait quelque chose d'original et visiblement vous avez tout misé donc sur le design avec un design assez étonnant. C'est ça, c'est-à-dire la partie design, ça a été pour nous le point le plus flagrant au début, où au final, on est de plus en plus dans une industrie où les produits se ressemblent, et on voulait vraiment se différencier sur une nouvelle identité visuelle, donc une identité visuelle qu'on a montrée avec notre premier produit, les Ear One, il y a 1 an maintenant, et du coup, ça a été via ce smartphone reproduire ce design un petit peu semi-transparent, mais aussi amener une nouvelle façon d'interagir avec nos produits. Je pense que de nos jours, on achète un smartphone, on sait exactement à quoi s'attendre, on sait exactement comment on va interagir avec ce smartphone, et au bout de 2 jours, on porte plus vraiment d'attention, ça devient vraiment de manière automatique au final. Et on voulait introduire en fait ce nouveau design, mais aussi qui avait un aspect un petit peu plus fonctionnel. Donc c'est comme ça qu'on a construit une interface sur l'arrière du smartphone, du coup avec on appelle le Glyph Interface, où c'est en fait des bandes lumineuses. Donc je peux vous faire une petite démonstration. Je ne sais pas si vous me voyez sur la caméra ou pas? Oui, bien sûr, Akis. En gros, l'arrière du téléphone est équipé de dizaines et des dizaines de LED qui font que le design du téléphone change avec ces LED. Ça s'illumine en fait et on peut, pour avoir des notifications, enfin on sait qu'on peut avoir des notifications, des choses comme ça. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on peut du coup personnaliser, donc c'est plus de 900 micro-LED à l'arrière du smartphone qui peuvent être personnalisés, en fait, qui sont directement vraiment sync avec les différents sons du smartphone. Et en fait, c'est toute l'interface vous pouvez la personnaliser, donc c'est-à-dire différents contacts pour différents signes sur l'arrière du smartphone, et qui vous permet au final très rapidement de comprendre qui vous appelle, après aussi au niveau de la charge. Dès qu'on commence à charger le produit, je peux vous montrer vite fait. Donc la charge va s'allumer, va vous montrer le niveau de batterie. Et en fait, c'est une nouvelle interface qui va au final venir minimiser un petit peu l'interaction avec l'écran et vous donner une nouvelle expérience visuelle et comment vous interagissez avec votre smartphone. Alors, et visuellement, ça sort vraiment du lot par rapport à tout ce qu'on a dans l'industrie. Ouais. Alors c'est vrai que c'est très innovant cette interface et ces modes d'interaction. Malgré tout, au niveau spécification technique, on est dans du smartphone milieu de gamme à partir de 469 €. Ce ne sont pas des specs et des caractéristiques véritablement hors du commun. Est-ce que vous pensez que l'aspect design suffira à séduire vos consommateurs et votre cible ? Ça a marché avec le premier produit. Au final, avec les écouteurs, on avait un produit qui allait vraiment se différencier sur l'aspect design. En termes de fonctionnalité, on se concentre vraiment sur les fonctionnalités clés d'un point de vue expérience. On ne va pas aller chercher un petit peu. Il y a aussi cette course au final aux mégapixels, aux modules caméra, etc., qui des fois vraiment n'ajoutent pas forcément de valeur ajoutée à l'utilisateur. Donc c'est vraiment en fait se concentrer sur les points clés. Et par exemple, même sur la caméra, au final, on a décidé d'aller uniquement avec 2 caméras très performantes, donc elles sont tous les deux de 50 mégapixels, au lieu d'aller sur un module caméra avec peut-être 4 caméras, mais éventuellement, la 3e et 4e, on est sur des capteurs qui sont vraiment de très mauvaise qualité, juste pour avoir un petit peu l'effet waouh, 4 caméras. Mais au final, vraiment, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment se focaliser sur 2 caméras, être sûr d'avoir des capteurs, des capteurs très performants, que l'aspect tout software en termes de traitement d'image, etc., qu'on passe du temps à développer. Et en termes d'écran également, on est sur un écran de 120 Hz, OLED, donc un écran qui est pas vraiment du milieu de gamme. Là, on est plus sur du haut de gamme au niveau de l'écran. Et au final, tout le produit a été vraiment confectionné de manière à ce que, d'un point de vue utilisateur, on reste quand même sur une expérience très fluide, très performante en termes de batterie, en termes de caméra, en termes d'écran, sans forcément aller chercher un petit peu les fonctionnalités qui vont venir rajouter des prix, qui vont venir rajouter des coûts au produit et du coup augmenter les prix et qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée réelle à l'utilisateur. Merci beaucoup Akis. Voilà, on souhaite bonne chance à cette nouvelle marque de smartphone Nothing, disponible depuis quelques heures dans le commerce. Merci beaucoup Akis.
Et Merci bonne chance beaucoup. pour la suite. Dans l'actualité, Jérôme, alors L'actu. on parlait de design. Ouais. Tiens, il y a l'un des pas du design qui, visiblement, s'éloigne encore un peu plus d'Apple. Oui, c'est Jonathan Ive, qui était le designer historique d'Apple. L'iPod, l'iPhone, l'iMac, c'était lui. Il avait été embauché chez Apple en 92. Il avait démissionné, en fait, il était parti en 2019, mais il avait gardé des liens en tant que sous-traitant extérieur. Et là, Et puis surtout, il était parti du côté de Londres, en fait. Ah oui, il était rentré chez lui puisqu'il est britannique, mais il y avait quand même encore un contrat avec Apple et selon un article du New York Times, ce contrat est terminé et Johnny Ive ne travaillera plus du tout chez Apple. Apparemment, il y avait quand même un peu de tension avec Tim Cook, qui n'avait pas exactement la même philosophie. Johnny Ive, on le rappelle, c'est l'adepte du minimalisme maximal, c'est lui qui enlèverait bien toutes les prises sur tous les appareils s'il pouvait. Tim Cook n'était pas forcément d'accord. La question maintenant, c'est de savoir si il ira éventuellement bosser et travailler pour d'autres marques. Et ça, ce serait un petit coup de tonnerre dans l'industrie. Ouais, bien sûr. Et puis, il faut savoir que Jonathan Ive était très proche de Steve Jobs. Encore une personnalité qui était proche de Steve Jobs, qui s'éloigne petit à petit de la galaxie Apple, ce qui est tout à fait normal. Cela dit, c'est la vie. Dans l'actualité aussi, Jérôme, toujours dans les smartphones, c'est Samsung qui s'est fait épingler ces derniers jours. Oui, alors il n'est pas le seul, mais c'est vrai que c'est à propos du Galaxy Note 10 Plus. Samsung s'est fait épingler par l'ANFR, l'Agence nationale des Françaises, pour une histoire de DAS. Le DAS, vous connaissez, c'est le débit d'absorption spécifique. Autrement dit, ce sont les ondes qu'émet votre téléphone jusqu'à une certaine limite. Il n'y a aucun risque pour la santé, ça n'embête personne, on le sait. Et de temps en temps, voilà, il y a des petites choses qui sont mal réglées. Et donc le Samsung Galaxy Note 10 Plus, mais également le Hisense Infinity H30 ainsi que le smartphone GX290 de la marque Giga7, on est obligé de tous les citer parce que ça concerne que des modèles spécifiques, se sont tous fait retoquer parce qu'ils étaient un petit peu au-dessus de la limite légale. Et dans ce cas-là, François, tu sais ce qu'on fait ? Soit ils retirent le produit, soit ils font une mise à jour si le problème peut être réglé par mise à jour. Et a priori, c'est ce qui a été fait. Mais si vous possédez l'un de ces appareils, vérifiez bien que la mise à jour a été faite parce que ça garantit que le DAS va revenir à un niveau dans les normes, en fait. Voilà. Notez qu'il est très très rare que Samsung se fasse épingler par l'ANFR en général. Ils sont toujours dans les clous. Et bien voilà. Mais en tout cas, tout a été très vite réparé. Et il faut savoir que l'ANFR a la possibilité de retirer le téléphone du commerce bien sûr. si les constructeurs ne se plient pas à ces exigences, ce qui est tout à fait normal, puisque là, on parle de sujets de santé liés à publique. sanitaire en quelque sorte. Jérôme, voilà pour l'actu de cette semaine. On enchaîne tout de suite avec notre rendez-vous Tech Care. Et oui, François, tu le sais, dans la tech, on a un problème. Oui. Il n'y a que des mecs. Oui, en tout cas, il n'y a pas assez de filles. Une immense majorité de talents masculins. Et comment inverser la vapeur ? Comment faire en sorte que les femmes, les jeunes femmes, mais aussi les plus anciennes, s'intéressent à la tech et en fassent leur métier. Ah oui, et puis qu'on les voit, qu'elles soient aussi les porte-paroles. Quand on cherche des invités, vous savez, on aime bien recevoir des femmes, et c'est pas toujours facile. Donc là, on est ravis aujourd'hui de recevoir Deepti Chander. Bonjour. Bonjour. Qui représente l'association, c'est une association ? Absolument. Emma, avec un tiret. Et vous en êtes la présidente. Absolument. Alors, racontez-nous, que fait Emma ? Donc Emma, c'est une association qui travaille sur la diversité dans la tech. Donc qui dit diversité, vous avez parlé diversité homme-femme tout à l'heure. Nous, on va vraiment intervenir sur la diversité dans son ensemble. Oui. Donc sur l'handicap, par exemple, la diversité de parcours, la diversité culturelle. Et c'est vraiment notre combat de se dire que la tech doit être représentative de notre société. En partant d'un constat qu'aujourd'hui, on est loin véritablement de la parité. Et cette diversité, comme vous l'évoquez, elle est encore anecdotique. On est d'accord ? Ouais. Absolument, on est très très loin de la parité, de la diversité, puisque dans les écoles d'informatique, par exemple, précisément, on a autour de 10% de femmes dans les métiers de développement informatique, donc de software engineer précisément. Comment ça se fait ?
Alors, il y a pas mal de facteurs. C'est la culture, c'est ancré dans notre société depuis des années, qu'une femme, on a du mal à la représenter sur des métiers très très techniques, malheureusement. C'est aussi dû au fait qu'il y a cette méconnaissance des métiers qui existent, donc les métiers de la tech précisément. C'est quoi être développeuse? C'est quoi faire du data, être un data scientist? Donc tous ces métiers-là sont finalement très abstraits. Une personne qui exercera un métier de médecin, on va plus facilement savoir expliquer ce que fait le médecin, alors que si on dit je suis technical manager, mais qu'est-ce que je fais, quoi. Donc il y a vraiment cette méconnaissance de la société qui est installée sur ces métiers-là. C'est-à-dire que les femmes n'arrivent pas à se projeter dans ces métiers-là, même quand elles sont jeunes. On ne leur dit pas que c'est un choix de carrière possible. C'est un cercle vicieux. Absolument, c'est un cercle vicieux. Et j'irai même plus loin. L'œil n'est pas habitué à voir des femmes dans les métiers de la tech. Alors même si ça change quand même aujourd'hui, non? Absolument, il y a une évolution dans les métiers du numérique. Moi, je veux vraiment qu'on fasse la distinction entre le numérique et la tech. Aujourd'hui, on est tous dans le numérique, on utilise le numérique et quelque part, on est tous connectés. On va avoir de plus en plus de femmes dans le numérique. Par contre, c'est difficile depuis le numérique de les ramener vers la tech. Donc quand moi je parle de tech, je parle vraiment de la création de ces produits qu'on utilise au quotidien. Les ingénieurs. Absolument, les ingénieurs. La tendance inverse ne se fait pas énormément. Donc c'est pour ça que nous, à travers Emma, on va vraiment aller dans le dur de la tech. Alors vous avez cité ce chiffre tout à l'heure de 10% à peu près des femmes dans cet univers tech. Est-ce que ce chiffre progresse depuis ces dernières années ou est-ce qu'il stagne? Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, il ne progresse pas, au contraire, ça réduit. Je vais prendre mon cas, j'ai fait une école qui s'appelle Epitech. Sur des promotions de 500 étudiants, on était une dizaine de développeuses, donc c'est 4% de développeuses. C'est pas que le cas et ce chiffre n'évolue pas favorablement? Non, pas favorablement. Malgré tous les efforts qui sont faits. Malgré tous les efforts. Alors, il y a les efforts qui sont déjà en place. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que ça devienne un sujet business avant tout et pas qu'un sujet de société. Ouais. Puisque ça impacte aussi l'économie des entreprises, l'économie d'un pays quelconque qui soit. Puis oui, je disais, c'est un cercle vicieux. En fait, une jeune fille, elle n'a pas forcément envie de s'inscrire dans une école où elle sait qu'elle va se retrouver qu'avec des garçons. C'est pas forcément le truc le plus attirant, quoi. L'ambiance étant différente, c'est vrai. C'est pour ça qu'il est important que l'environnement tech devienne de plus en plus inclusif. Et ça passe par un effort collectif. C'est pas que les associations qui vont pouvoir le faire. Ça va être un combat qui va être combat privé, public. Tous ensemble. Mais vous, que pouvez-vous faire et que faites-vous alors au sein de votre association? Donc à travers Emma, on a 3 programmes. Moi, je vais vous en parler d'un particulier qui s'appelle Code at Home. Ce programme est un programme global qui impacte tous les pays du monde. L'objectif de Code at Home, c'est d'initier de manière gratuite en ligne n'importe quel enfant et ado issu de la France, de l'Afrique, peu importe où il se situe, à la programmation. Et c'est pas du one-shot, parce que le one-shot, c'est pas suffisant. Il faut vraiment que le métier de l'informatique soit comprise de manière sur le long durée. Et c'est pour ça qu'il y a des activités, ces ateliers de code ont lieu tout au long de l'année. Et donc à la fin, et c'est le constat qu'on a fait, s'il n'y a pas assez de diversité, c'est aussi dû au fait que les personnes issues de la diversité, que ce soit des femmes ou autres, n'estiment pas qu'elles ont les compétences pour aller vers ce métier. Donc à travers ces ateliers, elles vont comprendre le métier, elles vont comprendre c'est quoi de se coder, et puis ce sera tout simplement quelque chose de naturel pour se diriger vers les métiers de la tech. Et donc ce programme, il se relance en septembre, qui a pour vocation de former 1 million d'enfants dans le monde. Après, j'essaie d'être un petit peu à rebrousse-poil, hein, dit petit ne m'en voulez pas, mais est-ce que parfois on ne peut pas se rendre compte que les femmes ne sont pas intéressées par ce sujet? Est-ce que c'est trop facile de se dire ça? Est-ce qu'il n'y a pas une sensibilité tech qui est peut-être plus masculine d'une manière générale que les femmes? Le problème, c'est qu'on leur dit depuis qu'elles sont toutes petites, quoi. Absolument. Alors, nous, on a fait pas mal de sondages dès le très jeune âge. Donc, quand je parle dès le très jeune âge, c'est dès l'âge de 8 ans, il n'y a pas de billets qui sont là sur la tech. Donc, si je donne un ordinateur à une fille ou un garçon, il va l'utiliser de la même manière. C'est à partir du lycée que les billets commencent à s'installer. Et sur l'intérêt donc de votre question, est-ce que les hommes sont plus intéressés que les femmes?
Pas du tout, beaucoup de statistiques le prouvent. C'est seulement comment est-ce qu'on représente ce métier et comment est-ce qu'on encourage cette population qui, dès le départ, est minoritairement présente dans la tech. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. Voilà. En tout cas, votre association a le mérite d'exister. Vous avez besoin de quoi aujourd'hui? De sensibiliser encore plus de femmes? Vous cherchez des partenaires? Oui, absolument. On va aller toucher un maximum de personnes via le programme Code Atome, donc 1 million, comme je disais. On a besoin des entreprises qui changent leur mindset. C'est très important de se dire qu'il faut qu'ils laissent la chance aussi à des jeunes talents qui ne sont pas issus de la tech, qui n'ont pas un background technique, mais quand même la chance d'aller vers ces métiers et de découvrir et de faire les premiers pas. Et bien sûr, soutenir des initiatives comme Emma à hauteur, à l'échelle mondiale. Très bien. Dipti Chander, merci beaucoup. Merci beaucoup. Rappelons que vous êtes présidente donc, de cette association Emma. Jérôme, on va terminer ce Tech Hebdo, le dernier de la saison, avec Margot qui nous rejoint pour sa petite sélection d'applis. Et oui, on termine ce Tech Hebdo avec Margot Duchesne. Bonjour Margot. Bonjour Margot. Margot qui, vous le savez, scrute les stores des smartphones chaque semaine pour nous trouver des petites applis sympathiques. Et pour cette dernière de la saison, les indispensables de l'été, ça tombait sous le sens. Bah oui, quand même. On est d'accord. C'est d'actualité quand même, qu'on se le dise. sûr. Donc on est décidé d'en choisir 3. Donc la première, c'est Cozy Cozy. En plus, un nom mignon quand même. Elle est née en 2019. En fait, c'est un comparateur d'hébergement, tout simplement. Et en fait, elle a été créée par le même fondateur que Liligo, le comparateur de vol. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Bah, quand même, c'est assez connu. Et en fait, ils ont décidé de faire la même chose, mais pour les hébergements. Et ils ont même Airbnb quand même sur leur plateforme. C'est comme un moteur de recherche. En fait, c'est un véritable moteur de recherche. Et il y a eu plus d'une centaine de sites marchands répertoriés à l'intérieur de l'application. Et donc, on va avoir des hébergements du plus classique au plus atypique. On peut même avoir des yourts. Enfin, c'est vraiment pour tous les goûts, quand c'est même. la passion de François, les yourts. Oui, c'est vrai. Moi, c'est les yaourts, plus c'est les yourts. C'est ça. Elle est très Chacun bien, son truc, après. bien. Et donc, du coup, on a des filtres pour voilà, choisir la fourchette de prix, l'endroit exact. Donc, c'est un comparateur d'hébergement. Oui, en fait. voilà, tout simplement. Non, mais rien de plus simple. On a plus de 20 millions d'hébergements et il est partout présent, enfin, en tout cas, à l'international et dans plus de 40 pays. L'idée, c'est bien entendu de croître, de continuer à croître. Et puis, ce qui revendique vraiment Cozy Cozy, c'est le fait d'être impartial. C'est-à-dire que, OK, ils ont beaucoup de partenariats parce que l'application est 100% gratuite, mais ils ne mettent pas en avant un site d'hébergement plus qu'un autre. D'accord, en fait. donc il n'y a pas de sponsors Voilà, qui font que ça change les résultats de recherche, en fait. Non, il y a même des partenariats qui sont gratuits. Donc, c'est pour dire que voilà, n'importe qui peut venir. Cozy Cozy, deuxième appli de Margot. Alors, Stationaute, tout simplement, c'est une application qui répertorie les aires d'autoroute. Donc c'est vachement pratique, voilà, vous partez en voiture, vous faites votre trajet, vous avez le GPS et vous décidez un petit peu à l'avance où vous allez vous arrêter. Au moins ça vous permet de savoir sur quelle aire d'autoroute s'arrêter en fonction des services proposés et puis des équipements et de la station, des indications diverses et variées et des avis aussi parce qu'on peut mettre son avis. On est en train de conduire et puis on jette un coup d'œil sur son appli, c'est ça? Alors c'est mieux de le faire en amont quand même, qu'on se le dise, parce que si on a Waze d'un côté et en plus de ça Stationaute, on va un petit peu... Oui, ou alors dans ce cas-là on le prévoit à l'avance. Ouais. Après il vous met quand même l'itinéraire. Il n'y a pas la petite voie comme dans Waze. Mais ça dit quoi? Là, vous trouverez un espace pique-nique. En fait, on va dire par exemple, là, il y a une douche. Je pars de Paris, j'arrive à Dijon. Et bah, sur mon trajet, je vais rencontrer telle et telle station en fait. Donc on peut même avoir des filtres en disant bah moi je veux que les stations Total par exemple, ou alors on a même les petites stations, on a les petites aires de repos en fait tout simplement. Et en fonction de ce qu'elles présentent, des équipements et des services, bah, on va sélectionner, on va choisir. Bon, c'est plutôt sympa en plus. C'est un peu un TripAdvisor des aires d'autoroute. Et tu sais qu'il y a des aires d'autoroute qui sont super sympas. Mais oui, c'est ça. C'est mettre en avant avec aussi des trucs pour les enfants, des animations, surtout en cette période estivale. C'est important. Il y en a qui font vraiment de gros efforts. Il y a des bornes de recharge aussi pour les voitures électriques. Il y a des bornes de recharge aussi. Oui, on peut avoir les petits services. Non, après tout est indiqué. Elle est 100% gratuite. Elle est disponible sur. Il y a quand même 60 autoroutes partout en France qui sont répertoriées. Ce que je trouvais plutôt sympa. Elle est très simple, elle est même un petit peu vieillotte quand même, qu'on se le dise, le design n'est pas fantastique, mais elle est très pratique. Au moins, on peut le dire. Voilà, et elle est mise à jour malgré tout. Oui, voilà, c'est ça. Et puis nous, on peut donner notre avis. On peut dire, on peut modifier en fait tout simplement les équipements. Si par exemple, on s'est rendu compte qu'en y allant, c'est plus du tout ça, et ben on peut le mentionner. D'accord. Très bien. Voilà. Bon, alors Stationaute, ça s'appelle. Ouais, voilà, on exactement. a fait l'hébergement, les aires d'autoroute, et là.
c'est les randonnées. Exactement. Donc une fois qu'on est arrivé sur place, qu'on a choisi son hébergement et qu'on a fait la route, et ben du coup on va quand même sélectionner les plus beaux endroits C'est quand même le but du jeu. de notre localisation. Exactement. Et ben voilà, c'est de trouver toutes ces petites pistes, ces petits endroits pour découvrir. On peut même le filtrer avec, si on veut plus un panoramique, une vue, ou si c'est pour une balade avec les enfants, une balade avec les animaux. Bien. Donc AllTrails, elle a plus de 10 ans et elle répertorie toutes les cartes de randonnée. Il y a plus de 200 000 cartes de sentiers et il y a 40 millions de téléchargements. Elle est disponible dans 150 pays. Et puis, on peut choisir aussi sa randonnée ou son petit parcours, son itinéraire, en fonction de critères bien définis et surtout du degré de difficulté. Voilà, donc je trouvais ça sympa si on a vraiment envie de tout donner, voilà, dans 1 heure de trek, enfin, voilà, au moins on peut choisir son niveau de difficulté, ce que je trouvais plutôt pas mal. Et AllTrails, c'est en fait la course à pied ou la course à pied en tout cas dans la nature. Voilà, c'est comment se ressourcer. Pas de vélo même là-dessus. en... Pas de vélo. En fait, on peut choisir si c'est une route à vélo, si on est plutôt. Mais oui, non, on peut. Il y a beaucoup de filtres et justement choisir un petit peu le type de randonnée qu'on veut. Si c'est à pied, si c'est en course, si c'est à vélo, etc. Je la télécharge de ce pas. C'est rigolo parce qu'il y a même la météo, enfin il y a des petites informations supplémentaires. On a toutes les informations et on peut même nous-mêmes créer notre propre parcours. Et donc on a un petit GPS et après on peut enregistrer son parcours et avec une véritable, en mode vraiment réseau social, on a notre communauté et on peut très bien partager notre parcours en disant bah voilà, moi je suis allée là, j'ai pris des petites photos et on peut tout mettre à disposition des autres internautes. Donc je trouvais ça plutôt agréable. Puis en plus il y a le petit côté, petit plus, quand on fait un parrainage, on a 2 arbres de plantés. Donc je trouvais que c'était un petit peu. En revanche, le modèle économique, j'ai vu qu'il y avait une version payante en fait. Oui, voilà. Alors, on peut l'utiliser gratuitement. Vraiment, la partie premium, elle vaut vraiment plus la peine, moi, je trouve. En fait, le côté premium, c'est juste qu'on va payer 29,99 € par an, mais elle vous permet de télécharger en particulier. Enfin, c'est le seul point vraiment positif, je trouve, de la partie premium, c'est qu'on peut télécharger les cartes même en mode hors ligne. Voilà, mais c'est pas nécessaire, Oui, c'est pas parce qu'aujourd'hui, indispensable. on a du réseau à peu près partout. Oui, c'est ça, et puis après on peut prendre son petit parcours. Après, il faut encourager ce genre d'appli. C'est bien. Non, mais celle-ci, elle est bien. Et puis au moins, on peut trouver des beaux petits coins, des beaux endroits. En fait, on peut faire du tourisme autrement aussi. Tiens, la forêt de Meudon. Merci Margot. Je vous en prie. Petite sélection donc d'applis estivales pour améliorer encore ses vacances. Merci. Exactement. Margot Duchesne donc. Et oui, c'est là-dessus, c'est avec Margot que nous allons refermer ce dernier Tech & Co de la saison. Voilà, ce Tech Hebdo se termine. Tech Merci de Hebdo. nous avoir suivis. Passez un bel été, voilà, sur la chaîne Tech & Co. Profitez-en bien. On sera de retour pour une rentrée qui s'annonce encore une fois passionnante avec beaucoup d'actu tech. Bonnes vacances à toutes et à tous. Bel été et à très vite. Salut à tous, bye bye.